bienvenue à tous. Dans ce plateau spécial, nous allons parler d'un sujet crucial, porteur d'espoir, mais aussi de défis, l'entrepreneuriat au cœur de l'économie africaine. Sur un continent jeune, riche de ressources et d'idées, l'entrepreneuriat est bien plus qu'un moteur de croissance. Il est devenu un levier de transformation sociale, un rempart contre le chômage pour certains et un outil d'émancipation pour toute une génération, pour d'autres. Mais derrière cette effervescence, quelles réalités économiques, quelles difficultés concrètes et surtout quelles perspectives d'avenir? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un acteur engagé, une voix respectée dans le monde des affaires africaines, Stanislas Zézé. Il est entrepreneur et fondateur de Bloomfield Investment Corporation et fin connaisseur des rouages économiques du continent. Avec lui, nous allons tenter de comprendre comment l'Afrique peut mieux accompagner ses entrepreneurs et pourquoi miser sur eux. Et c'est aussi savoir pourquoi miser sur leur espoir, parfois, qui est souvent un peu trop ambitieux. Bienvenue, Monsieur Stanislas. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Vous n'êtes pas un visage qu'on a encore besoin de présenter, je le disais déjà, surtout sur le continent africain où les jeunes vous prennent beaucoup en exemple. Et au-delà également, mais d'abord nous dire, vous êtes à Libreville au Gabon, pourquoi? Alors, c'est toujours un plaisir de revenir au Gabon, un pays que j'aime beaucoup. Ça fait 23 ans que je viens au Gabon, donc je suis un fin connaisseur du Gabon. Et cette fois-ci, je viens pour des rencontres avec certaines personnes du secteur privé et pour une conférence, le TEDx de Ngonje. Donc c'est une visite comme une autre, mais sauf que cette fois-ci, il y a cette conférence-là de samedi. Une conférence en rapport avec quoi? L'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, mais surtout parler du rêve africain. C'est de ça que je parlais, le rêve africain. Comment on construit le rêve africain en Afrique. Je pense qu'on abordera ces questions dans cet entretien. Mais déjà, nous dire, je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes à la tête de Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation panafricaine. Peut-être nous dire comment votre parcours professionnel peut être défini, Monsieur Stanislas? Alors, disons que je suis quelqu'un qui a toujours été panafricaniste, donc même dans mes études en France et aux États-Unis, et mon parcours professionnel à la Banque mondiale aux États-Unis, à la BAD, en Côte d'Ivoire et à Tunis et à Shell. L'idée pour moi, c'était de comment trouver le moyen pour réécrire une nouvelle narrative économique pour l'Afrique. Et je pense que j'ai trouvé un des outils, et un des outils, c'est la notation financière, parce qu'en réalité, on développe une économie avec des ressources. Et les ressources, on va les chercher sur les marchés des capitaux. Et pour pouvoir obtenir des ressources, il faut monter patte blanche. Donc l'outil qui permettra de monter patte blanche va être déterminant. Et donc l'approche internationale sur les risques que représentent les pays africains, les entreprises africaines, à mon sens, était biaisée. Il fallait créer un autre outil, un outil qui prenait en considération notre environnement. Naturellement, sans remettre en question les standards d'évaluation, c'est ce qu'on a fait. Donc on a créé cet agent de notation financière il y a 18 ans pour évaluer le risque de défaut des pays africains, des entreprises africaines, mais basé sur leur monnaie locale, ce qui fait toute la différence en réalité. Parce que les agences internationales évaluent sur la capacité de faire face aux obligations financières en devises étrangères. Et comme les pays africains ont une structure économique qui fait qu'ils ont des réserves de devises faibles, donc ils sont condamnés à avoir de mauvaises notes dans une notation en devises étrangères. Et donc forcément, il fallait rectifier ce biais. Parce que vous nous expliquez là, on comprend tout de suite les spécificités des réalités africaines. Absolument. Notre économie n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. On a des réalités qui nous sont propres. Est-ce que ces réalités-là, propres au continent africain, concernent également l'entrepreneuriat? Est-ce que notre entrepreneuriat ressemble à ce qu'on peut voir ailleurs? Absolument. Il faut comprendre que ce qui va définir l'entrepreneuriat, ce sont un certain nombre d'indicateurs. Mais ces indicateurs doivent être expliqués de façon contextuelle. C'est la raison pour laquelle, si vous n'expliquez pas ça dans le contexte où l'entrepreneuriat aura lieu, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Et c'est vraiment toute l'importance de notre démarche méthodologique à Bloomfield, parce que nous avons l'agent de notation financière, mais nous avons aussi un cabinet d'intelligence économique. Et aujourd'hui, on met à disposition des informations qui permettent
aux leaders politiques de prendre les bonnes décisions pour pouvoir créer un environnement qui soit propice au développement du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui crée des emplois, pas les gouvernements. Les gouvernements créent le cadre, d'où l'importance de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une question de survie pour l'Afrique, de développer l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une alternative au non-emploi, mais c'est surtout une question de survie dans un monde qui est en pleine mutation géopolitique et géoéconomique. L'Afrique a besoin d'être indépendante. Et être indépendante, ça veut dire qu'elle arrive à transformer son économie pour la mettre à un niveau où, justement, en cas de fermeture du monde, elle peut justement s'autogérer. L'Afrique a besoin d'être indépendante. Est-ce que c'est ça qui justifie ce chiffre? Je vous le donne et vous allez peut-être rectifier si ce n'est pas le cas. Près de 22% de la population active en Afrique serait engagée dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, selon vous, ou quels sont les facteurs clés qui boostent ou qui encouragent ou qui emmènent les jeunes à aller vers ce secteur-là, la survie? Mais qu'est-ce qu'on met dans cette survie? Non, je pense qu'en réalité, c'est une prise de conscience. La prise de conscience et d'ailleurs il était important de déconstruire cette logique économique coloniale qui avait un plan où tout le monde devait être fonctionnaire, ou alors les gens qui sortaient de l'université devaient chercher du travail. Et ça, c'est très francophone, ça. Et là, aujourd'hui, on rentre dans une autre logique qui dit, quand vous sortez de l'université, pensez à créer votre propre emploi. C'est-à-dire, vous créez votre propre emploi et ceux de certains autres. Et donc, si sur 10 étudiants qui sortent de l'université, il y en a 5 qui créent des emplois, ils créent des emplois pour les 5 autres. Et donc, c'est cette logique-là révolutionnaire qui anime aujourd'hui les jeunes. Et c'est le travail que je fais d'ailleurs en dehors de Bloomfield, de motiver les jeunes et leur faire comprendre que l'avenir est la création des entreprises et la création de la richesse. Aujourd'hui, force est de constater malheureusement que les pays africains ne contrôlent pas leur économie. Mais vous ne pouvez pas contrôler votre économie avec les entreprises des autres. Il faut créer des entreprises locales, mettre l'accent sur l'économie domestique, renforcer la capacité des entreprises domestiques, de sorte à ce qu'elles contrôlent l'économie dans un pays. Même si on est dans une logique libérale, le libéralisme, on ne le fait pas au détriment de ses propres entreprises. Voilà. Créer de la richesse, très intéressant. Prise de conscience également de cette jeunesse africaine qui comprend que tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Le secteur privé a un rôle à jouer. La réalité aussi, c'est que lorsque ces jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, ils font face à de nombreuses réalités. De nombreuses startups africaines échouent au bout de 3 ans. Et on nous dit le chiffre, il est élevé. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cet échec? Vous savez, l'échec, c'est quoi en réalité? L'échec, c'est l'abandon. Vous échouez quand vous abandonnez. Et ils abandonnent vite, malheureusement, parce qu'on a eu tendance à les infantiliser sur ce continent. Et donc aujourd'hui, il faut les responsabiliser. De leur dire que leur avenir va dépendre d'eux-mêmes, des décisions qu'ils vont prendre. Leur avenir ne va pas dépendre de décisions, de ce que l'État les accompagne ou pas. C'est extrêmement important de responsabiliser nos jeunes. Nous avons un continent qui devient de plus en plus jeune. En 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Est-ce qu'on a envie que ce continent soit dirigé par des enfants après ou par des gens mûrs? Et si on veut ça, il faut les responsabiliser aujourd'hui. Il faut encourager les jeunes à ne pas abandonner. Ils ont tendance à dire c'est difficile d'entreprendre en Afrique, c'est difficile d'entreprendre au Gabon. Mais la vie est difficile en réalité. Mais dans cet environnement que vous estimez difficile, il y a des gens qui réussissent. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Donc la question que les jeunes devraient se poser, c'est comment je réussis dans un environnement que j'estime être difficile. Et là, ils ont un début de solution. Je parlais pour réussir, il faut embrasser un code de valeurs. Ce code de valeurs, c'est le courage, l'abnégation, la patience, l'humilité, le travail. Si vous n'embrassez pas ça, vous ne réussissez pas. Vous créez une entreprise, généralement, vous avez entre 0 et 5 ans pour atteindre la vitesse de croisière. Donc ça veut dire que pendant 2-3 ans, rien ne peut se produire. Mais vous êtes préparé psychologiquement avant de rentrer dans l'entrepreneuriat.
Donc, vous développez une capacité d'absorption. Bloomfield, j'ai eu mon premier client 2 ans après. J'aurais pu abandonner 1 an et demi après. Mais non, il ne s'agit pas d'abandonner. Tant que vous n'abandonnez pas, vous n'échouez pas. C'est que vous avez des difficultés, ça fait partie du parcours du combattant, parce que l'entrepreneur, c'est un combattant. Mais tant que vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas échoué. Quand vous passez le bac, je prends un exemple, vous passez le bac. Alors l'objectif, c'est avoir le bac. C'est ça l'objectif. Que vous le passez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, quand vous l'avez, vous l'avez. C'est ça l'objectif. Donc on ne peut pas dire que vous avez échoué si vous n'avez pas eu la première fois. Vous avez échoué si vous ne le repassez plus. Mais tant que vous ne le repassez pas, non, vous êtes dans le processus d'atteindre cet objectif jusqu'à ce que vous l'avez. Courage, abnégation, humilité, parmi ces valeurs-là qu'on devrait avoir en tant qu'entrepreneur, mais la réalité, c'est que les financements ne sortent pas de là. L'une des grandes difficultés que rencontrent les entrepreneurs africains, c'est l'accès au financement. Ces entrepreneurs-là se plaignent, ils disent que les banques ont du mal à les accompagner. Pourquoi les banques n'arrivent pas à accompagner nos entrepreneurs? Alors, il y a 2 choses. C'est le manque de confiance? Alors, la première chose, c'est qu'on fait l'erreur de penser que le financement est le plus gros problème des entrepreneurs. Non, le financement représente que 20% des problèmes des entrepreneurs. Quand on crée une entreprise, quel est l'objectif? On a créé l'entreprise pour répondre à un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. Okay. On dit qu'on est créateur de richesse. On ne peut pas être créateur de richesse et en train de se plaindre que personne ne vous accompagne ou personne ne vous aide. Les entrepreneurs, ce sont des champions et des championnes. Donc, quand vous créez une entreprise, votre premier financier, c'est votre client. Ce que vous dites que vous êtes capable de produire, si vous voulez, un objet, on va dire un vélo, mais prouvez que vous êtes capable de le produire vous-même avant que qui que ce soit vous fasse confiance. C'est-à-dire que cette logique de facilité fait qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Oui, il y a des difficultés de financement, mais c'est vous qui avez décidé d'être entrepreneur. Dès cet instant, vous vous organisez. Les 80% desquels je parlais, c'est l'organisation, la structuration, la capacité à porter son projet. Donc si vous atteignez ça, naturellement, les gens vous feront confiance. Parce qu'ils savent que vous avez la capacité de gérer. Quand vous empruntez, il faut rembourser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos banques ne sont pas configurées, ici dans notre environnement africain, pour accompagner ce qu'on appelle l'amorçage, donc la création d'entreprises, et la financer jusqu'à la vitesse de croisière. Une zone à risque. Qu'on appelle une zone à risque. Et donc, ce que ça veut dire que vous devez trouver une autre alternative pour financer, justement, cette période de 5 ans. On va se plaindre comme on veut, on va en parler sur tous les plateaux de télé, ça ne changera pas. La configuration des banques reste la même. C'est pourquoi quand je vois des États mettre des fonds de garantie pour que les banques prêtent, ça n'a pas de sens, parce que ça ne changera rien. Ça ne changera pas la politique de gestion du risque de contrepartie des banques. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut penser à encourager la création de fonds d'investissement de taille PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui voudraient mettre à disposition des fonds de garantie pour que les banques prêtent devraient investir dans ces fonds d'investissement qui, eux, vont rentrer dans le capital des PME et les accompagner jusqu'à maturité. Et ça, pour moi, c'est l'alternative. Parce que le fonds d'investissement prend les mêmes risques que le porteur de projet. Donc, il a intérêt à ce que ce porteur de projet arrive à la vitesse de croisière pour que lui puisse sortir. Donc, pour moi, c'est la meilleure alternative. Le renforcement des capacités, l'ouverture des réseaux, le renforcement de la gouvernance qui fera que quand les PME arrivent à maturité, elles n'ont pas besoin de l'État pour pouvoir emprunter. Elles n'ont besoin de personne. Elles vont monter leur capacité à absorber les fonds et à les rembourser et vont se faire accompagner par les banques. Quel est, selon vous, le rôle que pourrait jouer l'entrepreneuriat dans la restructuration des économies africaines encore trop dépendantes des matières premières? Alors, avant que les PME jouent un rôle, il faut qu'il y ait un cadre qui soit. Donc, c'est la responsabilité de l'État de repenser le modèle économique. Aujourd'hui, nous avons un modèle économique qui est encore imprégné de la logique coloniale. On exporte les matières premières,
et on importe les produits finis. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, il faut transformer sur place, de sorte à créer de la valeur sur place. Et c'est le secteur privé qui va transformer, mais c'est l'État qui crée les conditions pour que le secteur privé puisse transformer. Donc, c'est pourquoi le partenariat public-privé il est extrêmement important dans la mise en place de politiques publiques pour faciliter l'activité du secteur privé. Il faut que les deux se parlent, parce que c'est le secteur privé qui transforme, qui crée la valeur, la richesse et les emplois, mais c'est l'État qui crée le cadre. C'est l'État qui a l'autorité pour créer le cadre. Si les deux se parlent, naturellement, on arrive à des consensus. Aujourd'hui, il est extrêmement important de sortir de cette logique de l'État qui décide tout, qui fait tout. Ça ne marche pas, on voit très bien. Après plus de 60 ans d'indépendance, si ça fonctionnait, on saurait. La logique de rentrer dans la configuration de l'aide au développement ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, ça se saurait. Aujourd'hui, les pays doivent se retourner sur leur économie domestique, mettre la priorité sur leur économie domestique, renforcer la capacité de leurs entreprises. C'est pourquoi on parle de champions nationaux. Les champions nationaux sont la clé du contrôle de l'économie. Comment on les crée, ces champions nationaux-là? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour vraiment les valoriser? Alors, les champions nationaux sont créés sur la base d'une volonté politique, mais sur des critères économiques. C'est extrêmement important de le dire. Oui. Volonté politique, critères économiques. Ça veut dire que les critères économiques, on ne choisit pas les gens en fonction de s'ils sont de notre camp ou pas, s'ils sont de notre ethnie ou pas, ou s'ils sont de notre région ou pas. Est-ce qu'ils ont les capacités à pouvoir atteindre une vitesse de mastodon? C'est des gens qui ont déjà fait leur preuve dans leur secteur d'activité, qu'on sélectionne et on dit, pour pouvoir aller à un niveau de mastodon très compétitif internationalement, il faut mettre autour d'eux un écosystème. Le Nigeria l'a fait pour des gens comme Tony Elumelu, des gens comme Dangote. Ils ne se sont pas fait tout seuls, mais ils avaient déjà fait leur preuve dans leur secteur d'activité et ils ont été choisis. Donc ça veut dire que dans chaque secteur d'activité, l'État devait choisir une ou deux personnes et décider de créer un cadre autour de ces personnes-là pour les rendre mastodons. On va dire par exemple, si on prend le Gabon. Le Gabon a un port. Si le Gabon décide de faire 2 terminals à containers, le Gabon dirait: si je donne le premier terminal à conteneur à une structure internationale pour son expertise et tout ça, le deuxième terminal à conteneur, je donnerai ça à une structure de logistique portuaire gabonais. Pour que justement ce Gabonais arrive à la hauteur de cet individu, enfin de cette autre structure internationale, que ce Gabonais soit aussi international, de sorte à ce que ce Gabonais puisse aller en Guinée, être aussi lui aussi en train de gérer le terminal à conteneur, un terminal à conteneurs en Guinée. C'est ça la logique. C'est comme ça qu'on construit les champions nationaux. Le Nigeria l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait, le Maroc l'a fait, le Gabon peut le faire, la Côte d'Ivoire peut le faire, le Bénin peut le faire. Les États africains sont très dépendants des matières premières et c'est une réalité que l'on vit et qui malheureusement a des conséquences sur d'autres secteurs. Lorsqu'on demande aux jeunes aujourd'hui d'entreprendre, ces jeunes-là devront entreprendre dans quel secteur et comment les valoriser? On a par exemple celui de l'agriculture. L'Afrique souffre d'un manque véritablement sur tout ce qui est alimentaire. On n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes. Il y a de la ressource là-bas. Comment tourner le regard des jeunes vers le secteur agricole? En valorisant les métiers. En réalité, les jeunes sont beaucoup dans comment la société les regarde, comment les autres les regardent. Vous savez, vous prenez un pays développé, on regarde un plombier spécialisé de la même façon qu'on regarde un avocat. Par contre, ici, on ne regarde pas un plombier de la même façon qu'on regarde un avocat. Alors, si on arrive à valoriser les métiers d'artisans, en réalité, parce que ça, ce sont des métiers d'artisans, si on arrive à les valoriser à la même hauteur que les métiers qui sont dits des métiers nobles, parce que pour moi, tous les métiers sont nobles, à ce moment-là, vous verrez que les jeunes vont s'y intéresser. Ça veut dire qu'il faut créer un cadre, il faut restructurer ces secteurs-là, identifier les métiers, les valoriser, les cartographier, et si vous voulez, les hiérarchiser. C'est-à-dire que agriculteur spécialisé, ça veut dire qu'à ce niveau d'agriculture, enfin de niveau
de spécialisation en agriculture, voilà les niveaux de revenus que vous avez, voilà les coûts de vos prestations, voilà le coût de vos marchandises. Leur donner envie de se lancer. Leur donner envie de se lancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, si on valorise les métiers, vous allez voir que les jeunes n'auront plus honte de devenir électriciens, maçons, menuisiers. Nous sommes des pays qui ont besoin de se développer, donc tout est à faire. Ça veut dire qu'on a plus besoin de métiers techniques qu'on a besoin de métiers non techniques. Mais on valorise plus les métiers non techniques au lieu de valoriser plus les métiers techniques. C'est une contradiction qui doit être rectifiée si on veut que les jeunes qui deviennent de plus en plus nombreux aillent dans tous les secteurs d'activité, parce que sinon ils sont concentrés dans des secteurs d'activité. C'est pourquoi, vous voyez, et c'est important aussi de créer une adéquation entre les études et les besoins du marché. Parce que quand tout le monde est concentré sur une chose et que finalement on produit plus de spécialistes et qu'il y a des disponibilités, on retrouve les gens qui sont sans emploi. Pendant qu'ils ont l'offre et la demande. L'équilibre entre l'offre et la demande, il faut qu'on rééquilibre, mais surtout en comprenant l'évolution de notre développement et ajuster notre offre et notre demande en fonction du niveau de développement de nos pays. On ne peut pas créer autant d'avocats ou de professeurs qu'un pays développé parce qu'ils ont peut-être plus besoin de ça que nous, on en a besoin. On a besoin de tous les métiers, mais c'est l'évolution de l'environnement qui détermine le niveau, la quantité des spécialistes dont on a besoin. Ce travail doit être fait. C'est un travail qui n'est pas souvent fait et c'est extrêmement important qu'on repense même notre approche du développement selon nos réalités et selon l'évolution de nos populations. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes n'apprennent pas comme moi j'ai appris. Aujourd'hui, vous donnez des livres physiques à des jeunes, ça ne les intéresse pas. Ils veulent le digital. Donc, psychologiquement, travailler avec des livres physiques réduit leur capacité. Travailler avec le digital multiplie leurs capacités. Vous parlez du digital, c'est très bien, parce qu'on allait vous poser la question sur l'innovation qui est souvent citée comme levier clé aujourd'hui des économies. Mais de quelle innovation parle-t-on en Afrique? Est-ce que cette innovation-là doit tenir compte de nos réalités? Elle doit être contextualisée pour qu'elle puisse vraiment porter des fruits dans le secteur agricole, entrepreneurial? Alors, ce qu'on appelle innovation, les gens ont toujours l'impression que c'est quelque chose qu'on crée et qui n'existe nulle part. Non, pas du tout. L'innovation, c'est quelque chose qu'on crée qui n'existe pas dans son environnement, mais qui peut exister ailleurs. Mais pour que cette innovation ait un sens, il faut l'adapter. Et je vous dis, on a été les premiers à créer l'agent de notation financière en Afrique francophone il y a 18 ans, mais la notation existait déjà depuis 120 ans aux États-Unis. Sauf que nous, on l'a contextualisé. Au lieu de faire de la notation en devises étrangères, on a dit, comme nous sommes dans une logique locale, régionale et continentale, nous ferons la notation en monnaie locale. Elle est beaucoup plus adaptée à nos économies. Et donc c'est ça, c'est de l'innovation dans notre environnement, mais une innovation qui est adaptée à nos réalités, mais qui répond aux besoins de nos environnements. Donc la solution que vous apportez doit être une solution contextuelle, sinon elle n'a pas de sens. Les secteurs porteurs en Afrique, nous avons cité l'agriculture. Mais selon vous, l'expert que vous êtes aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite se lancer dans les affaires, il vise quel secteur? Alors, ce que je vous dis va peut-être vous surprendre. Tous les secteurs d'activité sont porteurs sur un continent qui n'est pas développé. Donc, ça veut dire que tout est à développer. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y en a qui sont peut-être un peu plus avancés que d'autres parce que beaucoup de gens sont entrés dans ce secteur. D'abord, par exemple, le BTP, la finance, les services, la communication. Mais il y a l'agriculture, il y a l'agro-business. Aujourd'hui, l'agro-business devrait être un des secteurs privilégiés, puisque vous disiez tout à l'heure, il faut être autosuffisant. Alors, mais la nourriture qu'on fait, il faut la transformer. Il faut moderniser l'agriculture, donc industrialiser l'agriculture. Il faut transformer nos matières premières. Ce serait bien que le pétrole qu'on extrait de nos sols ou de nos mers soit vendu raffiné, pas brut. Et donc à ce moment-là, tout est à faire dans asseoir l'industrialisation. Et il faut investir impérativement dans la recherche et le développement. On ne peut pas toujours compter sur les autres pour nous transférer des technologies. Personne ne le fera, puisque c'est un outil de compétition. Il faut que les pays africains
investissent dans la recherche et le développement pour sortir des technologies qui soient adaptées à leur environnement, leur propre technologie pour la transformation de leur propre économie. L'entrepreneuriat dynamique en Afrique passe par quoi? Passe par les réformes, passe par des réformes qui permettront de créer un environnement dynamique, passe par la formation d'entrepreneurs et la responsabilisation des jeunes entrepreneurs pour que justement tout ça donne un cocktail dynamique. Avant de nous séparer, Stanislas Zézé, cette question, on est entrepreneur, on se lance dans un projet. Au fil du temps, on se rend compte que dès le départ, on a négligé ce dans quoi on se lançait. Mais c'est plutôt difficile, cette initiative, ce projet que j'ai envie de porter. Le doute nous envahit. C'est quoi la méthodologie, c'est quoi la méthode pour ne pas lâcher le morceau? C'est de dire, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, de dire, il n'y a pas de point de retour. C'est un engagement sans retour. Et comme je dis, entreprenez, c'est comme votre vie dépendait. Donc ça veut dire que le jour où vous abandonnez, vous mourrez. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu une extension de votre âme. Donc si vous abandonnez le souffle de vie. Merci beaucoup Stanislas Zézé. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, fondateur de Bloomfield Investment Corporation, une véritable figure, une grande figure de l'économie africaine. Vous n'êtes plus à présenter. Merci d'être passé sur notre plateau. Rappelez-nous pourquoi vous êtes à Libreville rapidement. Alors, je suis à Libreville principalement pour le TEDx de Ngonje et ensuite quelques rencontres personnelles et professionnelles. Merci beaucoup. Alors, au fil de cette émission, nous avons exploré les méandres et les promesses de l'entrepreneuriat en Afrique, un continent où chaque défi peut devenir une opportunité. Vous avez écouté notre expert. Il faut saisir les opportunités. Arrêtez de penser que tout n'est que financement. Il faut du courage, de l'humilité, l'abnégation et se dire que tout commence par moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.